Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la sécurité dans nos hôtels et sur nos lieux de restauration. La menace djihadiste impose de nouveaux défis aujourd'hui. Quelles mesures pour parer au spectre? Eh bien, gouvernement, hôteliers, restaurateurs se concertent. Les précisions tout à l'heure dans cette édition. L'enseignement supérieur technique à la recherche de nouvelles marques. Le marché de l'emploi impose de nouveaux défis. Comment mobiliser donc les compétences? L'objet d'une rencontre depuis ce matin. Enfin, le climat des affaires au Togo, la réforme des chambres commerciales. AGET s'en réjouit. L'association des grandes entreprises du Togo revient sur les procédures, les contentieux, la célérité dans le traitement des dossiers. Une réforme imposée par les enjeux d'investissement. Et Miabalo nous dira tout ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Direction tout d'abord la primature pour les audiences accordées ce mardi par le chef du gouvernement. La première est allée à madame Binta Samba Ba, c'est l'ambassadeur du Sénégal au Togo. Le chef du gouvernement va conférer ensuite avec une délégation de l'association des grandes entreprises du Togo. AGET, notez-le, tient son assemblée générale vendredi prochain. La troisième ou dernière audience, eh bien, le chef du gouvernement a reçu l'ambassadeur Garba Lompo, c'est lui le représentant de la CEDEAO au Togo. Les précisions sur les sujets évoqués au cours de toutes ces audiences au micro de Charlotte Roussime. Nous avons eu des échanges assez fructueux dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la culture, et sans avoir rappelé les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre nos deux peuples, d'une part, et d'autre part, entre nos deux chefs d'État. On a parlé de nos échanges commerciaux, du Togo vers le Sénégal, du Sénégal vers le Togo, enfin de la coopération sud-sud en général, des deux ports autonomes de Lomé et de Dakar. On a parlé de certaines similitudes qu'on a pu enregistrer entre nos deux peuples dans le domaine culturel. Les échanges ont été fructueux. L'objet de cette visite est double. C'est d'abord de lui faire la courtoisie. Le deuxième objet de la visite, c'est de lui remettre un document que nous avons élaboré, qu'on appelle le livre blanc. Un document qui a sa deuxième mise à jour, puisque le premier livre blanc de l'AGET est paru en 2009, ensuite en 2011, et aujourd'hui nous sommes en train de mettre à jour, nous avons remis à jour ce livre de 2011 en 2015. Et l'édition du livre blanc procède d'une vision des grandes entreprises sur le climat et l'environnement des affaires, avec pour objectif de faire du Togo un havre des entreprises dans la sous-région. Et ce livre est composé, il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'éléments contenus dans ce livre. Nous faisons donc l'autopsie de la situation de l'économie togolaise, l'autopsie en faisant part des freins au développement de l'économie, au développement des activités du secteur privé, ces freins qui vont des fondamentaux économiques jusqu'aux freins concernant l'environnement des affaires proprement dites. Alors, ce qui nous a émerveillés, c'est que la rencontre avec le Premier ministre a été, on ne peut plus, fructueuse. Elle a été fructueuse à un double titre. D'abord parce que le Premier ministre a prêté attention à tout ce que nous lui avons dit et donc nous a rassurés de la disponibilité du gouvernement à pouvoir accompagner le secteur privé, parce que conscient que c'est le secteur privé qui est pourvoyeur de richesses et d'emplois dans le pays. Et donc nous avons été très rassurés et venus, n'est-ce pas, pour une visite de courtoisie et pour juste remettre le livre blanc. Mais le Premier ministre nous a émerveillés parce que nous avons fait une séance de travail qui a duré 1 heure et donc les échanges ont été vraiment fructueux et nous partons en tant que membres du bureau exécutif confiants, rassurés, parce que de plus en plus, je crois que nos gouvernants ont compris
que le développement du pays ne passe que par le partenariat avec le secteur privé. Donc, c'est la mise en place et le renforcement de ce partenariat public-privé pour que nous puissions arriver à un partenariat gagnant-gagnant, comme on le dit. Donc, nous partons rassurés, les autres membres ne me démentiront pas et nous sommes confiants. Nous sommes à la veille de notre Assemblée générale qui aura lieu vendredi prochain et nous porterons ce message très fort à nos membres qui sont déjà préoccupés par beaucoup de situations et tel que nous avons entendu le Premier ministre, nous pensons que lorsqu'on aura joint vraiment l'acte à la parole, et nous sommes confiants parce que nous partons vraiment rassurés, j'insiste là-dessus, donc la séance de travail était fructueuse, la rencontre fructueuse et nous tenons à le remercier pour cette disponibilité et cette oreille attentive. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a bien voulu faire l'honneur à nous pour nous recevoir ce matin, afin que nous échangeons avec son Excellence sur les avancées des politiques d'intégration économique régionale. Donc nous avons en fait échangé sur l'évolution du marché commun, de l'intégration, et puis nous avons entretenu le chef du gouvernement des opportunités qui s'offrent en ce moment à la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre des politiques régionales. Et nous avons aussi échangé sur le programme d'activité de la représentation en 2016. Donc ce que nous ambitionnons de poser comme action de visibilité afin que les citoyens togolais puissent s'approprier les objectifs des missions dévolues à la CEDEAO. Et voilà donc les audiences accordées ce matin par le chef du gouvernement et à propos précisément des grandes entreprises qui parlent de plus en plus de l'amélioration du climat des affaires. Nous reviendrons tout à l'heure sur la réforme des chambres commerciales dans le courant de cette édition. À propos encore de l'ambassadeur Garba Lompo qui a été reçu, vous l'avez vu, par le Premier ministre, eh bien il sera reçu également par le président de l'Assemblée nationale. La coopération parlementaire a été au centre des échanges, l'intégration économique, la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, entre autres sujets évoqués. Vous voyez là les images de cet entretien ce matin à l'Assemblée nationale. Toujours dans les bureaux du président Dramani ce mardi, le diplomate égyptien Mohamed Karim Cherif, deuxième personnalité reçue. Donc les échanges là ont porté sur la coopération entre l'Égypte et le Togo. Les précisions de l'ambassadeur d'Égypte au Togo, micro là de Gérald Agoutou. C'est pour relancer la coopération parlementaire entre l'Égypte et le Togo. Comme vous le savez, l'Égypte a terminé la troisième étape de la feuille de route qui a commencé en 2014. C'était composé de la Constitution, premièrement, après ça les élections présidentielles et après ça les élections parlementaires. On a fini en décembre 2015, finalement, les élections parlementaires. Nous avons maintenant un Parlement élu par le peuple et le Parlement a commencé de travailler à partir de janvier. Et je suis ici aujourd'hui pour relancer la coopération parlementaire égypto-togolais et pour proposer des projets de coopération entre les deux parlements dans l'approche à venir. Comme vous le savez aussi, Son Excellence le Premier ministre était à Sharm el-Sheikh pour le forum d'investissement et il a rencontré Son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi pour discuter aussi le moyen de coopération entre l'Égypte et le Togo dans l'approche à venir. Et on a discuté ça aussi avec Son Excellence le Président de l'Assemblée nationale pour bouger, pour améliorer, augmenter les relations égypto-togolaises. L'enseignement supérieur technique maintenant sur de nouvelles bases. En tout cas, c'est le vœu exprimé dès ce matin déjà par les acteurs réunis en conseil. La rencontre va durer 3 jours. L'objectif, mobiliser les compétences. Les précisions, Eric Djanipo, Antoinette Omaovova.
Les conséquences des mutations économiques des années 90 et les mesures de redressement économique et financier ont généré des effets négatifs importants sur l'économie, mais surtout dans le secteur social. Les structures de formation professionnelle et les programmes qu'elles offrent ne permettent plus d'assurer des formations adaptées aux besoins du marché du travail. Dès lors, l'offre des formations diversifiées et adaptées aux contraintes nationales est une stratégie efficace pour favoriser l'accès au marché du travail et l'accroissement de la productivité des travailleurs. C'est à ce titre que se tient cette session ordinaire du Conseil supérieur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à Lomé. Le Conseil supérieur a pour mission de suivre le sous-secteur ensemble avec le secteur privé pour donner des orientations en tenant compte de l'évolution technologique et scientifique du moment. Quand on prend les recommandations, les avis, on ne sait pas quelle structure doit suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Donc nous allons essayer de revoir les missions du Conseil supérieur pour que, une fois les recommandations prises, il faut que le Conseil supérieur soit chargé de suivre leur mise en œuvre. Le système de l'enseignement technique a réalisé des parcours marqués par des contraintes et des avancées. Il convient alors d'évaluer ces parcours, de dégager les forces et faiblesses pour de nouvelles orientations. Il s'agira donc de parler à la fois des méthodes de formation, mais également de toutes les conditions dans lesquelles les apprenants doivent être formés et être bien formés pour répondre aux exigences du marché de l'emploi. Et il s'agit en fait de compte d'opérer une adéquation entre la formation et l'emploi. La formation professionnelle de qualité est perçue donc par le gouvernement togolais comme étant le meilleur instrument d'insertion professionnelle et de création de revenus stables et suffisants pour combattre la pauvreté et assurer le mieux-être de la population. Tout ceci doit passer par l'acquisition des compétences réelles. Il faut tout de même déjà noter que le secteur de l'enseignement technique supérieur n'est pas totalement resté amorphe. Il y a des avancées, le renforcement par exemple de la formation, les structures d'accueil, le matériel et l'outil de travail, des réalisations qui répondent de plus en plus aux besoins du marché. Revoyons tout cela dans ce dossier de la rédaction, dossier préparé, présenté par Antoinette Omarovavo. Il est observé que le marché du travail est caractérisé par une concentration des emplois dans le secteur informel qui enregistre 87% des emplois. Mais le constat est tel qu'on remarque une quasi-absence de travailleurs qualifiés dans les filières techniques, industrielles, commerciales, ingénierie mécanique, alors que le système de formation produit des milliers de diplômes. Ces dernières années, le gouvernement togolais a entrepris des réformes pour redynamiser la formation professionnelle. Des établissements ont été créés et qui ont permis d'accroître la capacité d'accueil de tous les jeunes qui veulent se former. Il faut noter aussi la création de nouvelles structures, telles que le centre de formation aux métiers industriels. Nous voulons citer par exemple le partenariat que nous avons pu établir entre les structures publiques, et le monde du travail avec le secteur privé. Alors nous l'appelons partenariat public-privé qui nous permet de fonctionner ensemble et de voir quelles sont les exigences que les professions voudraient que nous introduisions dans notre manière de former les jeunes qui viennent à nous. Ainsi, nous conformons notre formation aux besoins des entreprises qui peuvent recruter directement les produits que nous formons sans plus passer par d'autres voies de formation.
Les défis auxquels sont confrontés l'enseignement technique et la formation professionnelle sont importants. L'engagement et la volonté du gouvernement à relever ces défis sont perceptibles sur le terrain. Nous voulons moderniser la formation professionnelle par le biais de l'apprentissage afin de donner une formation adéquate à ceux qui passent par cette voie-là pour entrer dans le monde du travail et pour acquérir un métier. L'apprentissage va être un point très très important et sur lequel nous allons concentrer nos efforts. La formation professionnelle permet d'accroître la productivité du travail et partant l'amélioration de la compétitivité. Le partenariat public-privé est également un atout pour le développement des compétences techniques et professionnelles. On en vient maintenant à la sécurité dans nos hôtels et lieux de restauration. Nous vous l'annoncions tout à l'heure en titre. Face à la menace djihadiste, aujourd'hui, la question est dans toutes les consciences. Quelles mesures prend-on concrètement face à cette menace? Nous verrons cela dans un instant. D'abord, cette rencontre gouvernement, hôteliers et restaurateurs. C'était ce matin au ministère du Commerce. Lucassi Tchassim Labaga. Cette rencontre entre les membres du gouvernement, les directeurs, responsables d'hôtels et restaurants de Lomé et de ses environs s'inscrit dans la droite ligne des mesures préventives prises par le gouvernement dans le contexte global de la lutte contre le terrorisme. La menace est réelle et sévit en Afrique et ailleurs dans le monde avec pour cible les hôtels et les restaurants. Voilà pourquoi les ministres ont tenu à rappeler à ces responsables les règles élémentaires et les dispositions sécuritaires qui existent dans le secteur de l'hébergement et de la restauration. Il y a des tests qui prévoient l'enregistrement des clients, surtout dans les hôtels. Mais nous nous rendons compte depuis un certain temps que beaucoup d'hôtels ne respectent pas cet état des choses, n'enregistrent pas les clients. Alors que c'est vraiment très primordial, c'est important. Nous voulons aussi vous exhorter, surtout les restaurateurs, d'être très vigilants dans vos lieux de travail. Aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons dans les autres pays, c'est dans ces lieux publics que se passent souvent des choses désagréables. La sécurité dans un pays est l'affaire de tous les citoyens et chacun à son niveau doit apporter sa contribution, ont rappelé les membres du gouvernement. La prudence nous appelle à prendre certaines mesures de prévention. Je peux vous assurer, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas une menace sur notre pays. Mais nous ne devons pas non plus rester les bras croisés. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'avoir une rencontre avec vous pour vous appeler à un certain comportement. Dans chaque établissement hôtelier, il y a ce que nous appelons un cahier de police, où on enregistre les clients. Et ce n'est pas seulement propre au Togo, dans tous les pays du monde. Ailleurs, vous venez, votre passeport, on fait la photocopie de votre passeport. Ça évite de se poser la question qui est venu, qui n'est pas venu. Même avant d'entrer à l'hôtel, pour certains, surtout les grands hôtels, vous avez des appareils de scanner. Vos bagages sont filtrés. Vous récupérez de l'autre côté et on vous donne la clé. Et je peux même informer la police. Voilà, et monsieur XY, ça vous met à l'abri. Donc nous voulons être avec vous en permanence. Comme je l'ai dit, on ne peut pas mettre 2 gendarmes, 2 policiers devant chaque hôtel. Ce n'est pas possible. Mais sachez qu'on a des unités un peu partout que vous pouvez joindre pour le moment par les numéros verts que j'ai cités, 117, 172. Les échanges ont également porté sur l'importance de la vidéosurveillance, les instincteurs, les schémas des issues de secours des établissements et les bouches d'eau. Il faut au besoin équiper les hôtels de caméras de surveillance, mais pas dans les chambres, pas dans les chambres pour envoyer les clients, mais
dans les lieux publics à l'hôtel. Ça peut aider le ministre de la Sécurité en cas de questia à pouvoir mettre la main sur d'éventuels cas d'insécurité. Il faut former nos agents de sécurité parce qu'il y a des hôtels qui colmatent des agents de sécurité à gauche, à droite, qui n'ont pas fait de formation, absolument rien, mais qu'on met là et qui ne sont pas à la hauteur des tâches qui les attendent. Les ministres ont exhorté ces responsables à dénoncer tout cas suspect en appelant les numéros verts 117 et 172 et à instituer les fouilles systématiques à l'entrée des hôtels et restaurants. Reviendrons sur les mesures prises ici et là concrètement en matière de sécurité pour nos hôtels et sur nos lieux de restauration dans le courant de cette édition. Autre sujet évoqué ce soir, la gestion des infrastructures urbaines. Nous sommes là dans le cadre du projet Purise. Journalistes et autorités traditionnelles sont mis à contribution dans la campagne de sensibilisation des populations menée justement pour la bonne gestion de ces infrastructures. Emmanuel Adjaglo, Félix Imdacha. Ces ouvrages ne sont même pas encore achevés et voilà l'usage qu'en font certaines personnes. Face à ces actes d'incivisme, il est nécessaire de recourir à la sensibilisation sur l'importance et l'entretien des ouvrages. Pour mener à bien cette campagne, les journalistes et les garants des us et coutumes vont être mis à contribution. Notre défi aujourd'hui n'est pas de réaliser les ouvrages, mais il faut encore les entretenir. La population commence par en faire une gestion qui ne garantit pas la pérennité de ces ouvrages. Vous voyez des ordures dans les caniveaux, vous voyez des ordures dans les rues, vous voyez que des gens détériorent déjà les ouvrages réalisés. Alors nous pensons qu'avec la société civile, les CDQ, les chefs traditionnels et surtout vous les médias, nous pouvons arriver à sensibiliser la population sur un bon usage de ces ouvrages en vue de leur pérennité. Le Purise est un programme démarré depuis 2009 par le gouvernement togolais avec l'appui technique et financier des partenaires pour réaliser des ouvrages, ce qui a permis de résoudre partiellement les problèmes d'inondation avec la réhabilitation de certains axes routiers, la construction des bassins de rétention d'eau et l'éclairage public. Nous vous l'annoncions tantôt, retour donc sur les mesures prises dans nos hôtels et sur nos lieux de restauration face à la menace qui pèse un peu partout, qui est donc dans les consciences. Retour sur ces mesures avec Lucassi et Tchassim Labaga. Difficile aujourd'hui de rentrer dans certains hôtels et autres lieux d'hébergement et de restauration publique au Togo sans passer par le dispositif sécuritaire. La mesure est spontanément entrée en vigueur suite à la menace dont les hôtels et restaurants font l'objet dans certains pays de la sous-région. Simplement pour voir s'il n'y a pas l'arme ou bien un couteau dans le sac, ou bien les drogues. C'est pour éviter les attentats dans les hôtels. Si certains rechignent encore à se faire fouiller, d'autres, par contre, ont compris l'importance de cette mesure sécuritaire. Je suis plutôt rassuré, d'autant plus qu'avec l'insécurité qui persiste dans nos pays actuellement, ça me rassure que l'hôtel est protégé et que ma sécurité est vraiment assurée. Si je suis fouillé, je pense que c'est d'autant pour tous les clients de l'hôtel. Donc pour ça, je suis un peu rassuré, malgré le petit embêtement que ça me pose. Une fois l'étape de la fouille passée, le client doit impérativement fournir des renseignements sur la fiche de police à la réception pour la traçabilité de son passage à l'hôtel. On demande au client de remplir la fiche de police qui nous permettra à l'avance de savoir plus d'informations sur ce client-là. Nous prenons aussi leurs pièces d'identité comme la carte d'identité nationale ou bien son passeport que nous photocopions. Quand on finit de remplir la fiche de police, nous les envoyons aux autorités compétentes pour qu'ils aient aussi plus d'informations concernant le client qui a séjourné dans notre hôtel. Beaucoup d'hôtels et de restaurants ont également installé des caméras de surveillance. Ce dispositif, en plus de faciliter l'identification d'éventuels malfaiteurs, permet de surveiller et de gérer le personnel. Chaque client qui entre à l'hôtel, on le voit à partir de l'entrée, l'accueil,
la réception, le hall, même quand il arrive à prendre l'ascenseur, quand il monte, quand il arrive, il quitte le couloir d'ascenseur, il rentre dans le couloir vers les chambres. Alors il est surveillé par beaucoup de caméras, jusqu'à qu'il entre en chambre. Une fois qu'il entre en chambre, c'est fini, il n'y a plus de caméras là-bas. Ça peut nous faire détecter s'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on voit quelque chose qui ne va pas, si on voit que les agents de sécurité ne sont pas en place, je peux appeler directement la réception, que pourquoi les agents ne sont pas là. Si on voit un trouble quelque part, beaucoup de gens, un truc qui ne va pas, on peut le constater, je peux appeler ou bien je peux me déplacer pour aller voir. Pour renforcer la sécurité de leur établissement, certains responsables d'hôtels n'hésitent pas à faire la demande au ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui met à leur disposition des agents des forces de l'ordre et de sécurité. L'information ce soir, c'est aussi la campagne de vaccination contre la méningite. C'était annoncé, on l'attendait. Eh bien, cette campagne démarre demain, mercredi. Les zones touchées sont les premières concernées. Des opérations massives vont avoir lieu dans les régions centrales, Kara et Savane. L'annonce a été donc faite ce mardi à Kara. Nestor Moussou. La maladie gagne du terrain. La zone 4 du district sanitaire de la Kosa et la préfecture de Doufelgou ont atteint le seuil de l'épidémie de méningite après Dangpen et Bassar. Dans les actions de riposte, la campagne de vaccination s'avère capitale. Le gouvernement et ses partenaires sont tombés d'accord pour mener cette opération du 24 au 28 février. C'est la principale information qui a été donnée à cette conférence de presse. Il s'agira, dans cette campagne de riposte, de vacciner les personnes de 2 à 29 ans. Cette tranche d'âge a été mondialement, scientifiquement identifiée parce qu'en vaccinant les personnes de 2 à 29 ans, on couvre 70% de la population qui est attendue. Et lorsqu'on couvre 70% de la population, il y a ce que nous appelons l'immunité de groupe, qui fait que toutes les autres personnes seront protégées contre la maladie. Il s'agira également d'organiser cette campagne de vaccination dans le district de Dangpen, le district de Bassar et le sous-district de la plaine de Mou, qui sont les zones les plus touchées actuellement par l'épidémie. À la date du 22 février, 445 cas de méningite, dont 29 décès, ont été enregistrés dans la région de la Kara. Mais au ministère de la Santé, on est confiant que la situation va être maîtrisée. Il s'agira surtout d'organiser la campagne en stratégie fixe, c'est-à-dire que les vaccinateurs seront au niveau des formations sanitaires pour attendre les personnes qui sont attendues pour cette vaccination. Il s'agira de le faire aussi en stratégie avancée. Et dans la stratégie avancée, les vaccinateurs, essentiellement à moto, iront vers les personnes au niveau de leur localité pour les vacciner. Et en stratégie mobile, les vaccinateurs iront donc en véhicule vers les personnes qui sont à plus de 5 km d'une formation sanitaire. Et avec ces 3 stratégies et avec la disponibilité des vaccins, nous pourrons vacciner au moins 70% de la population. La méningite est une infection qui attaque les membranes qui protègent le cerveau. Elle se transmet par la toux, l'éternuement, la salive et la poussière. Elle se manifeste chez l'adulte par la montée brusque de la température, les maux de tête persistants, la raideur de la nuque et les vomissements. Chez le nourrisson, en plus de ces signes, il y a le bombement de la fontanelle, des convulsions, le refus de téter et des pleurs. Lorsque de tels signes sont constatés, il est conseillé de conduire la personne souffrante au centre de santé le plus proche. Un mot de la présidentielle au Bénin, avortement du meeting de Parakou. Abdoulaye Biotchane évoque des raisons suspectes. Son hélicoptère n'a pas pu se poser du fait de la présence sur la piste d'un autre appareil, l'hélicoptère présidentiel, ce qui n'a pas été du goût de l'équipe de campagne de l'ancien président de la BOAD, qui évoque donc des raisons suspectes. Le scrutin, je vous le rappelle, a lieu le 6 mars prochain. Nous vous en parlions déjà hier. 3 artistes représentent le Togo au Kora Music Award 2016. 3 artistes s'est présenté donc hier. Leur sort est lié au vote SMS. Vos votes SMS, ça coûte 50 francs. 50 francs seulement pour porter la musique togolaise. Lise Damien avec Hélène Sousoupo.
Soda Tonou Noulagnon Agbeninoussin, alias Eugène Ablorevi, artiste togolais de la chanson gospel, a à son actif 4 albums dont le dernier a pour titre Beraka, sorti en décembre 2014 et sur lequel figure Il m'a fait du bien, le titre en compétition au Cora Award. Je dirais, voici le jour que le bon père a créé. Je me réjouis car il m'a fait du bien. Eugène Ablorevi aligne déjà des récompenses. C'est une cause nationale, c'est pas pour la cause de Eugène Ablorevi. Quand je vais les mobiliser massivement de voter. Barakomi Afeleti, Stanislas et l'homme convoite lui un deuxième prix, celui du meilleur artiste traditionnel africain au Cora 2016. C'est en 2012 que Stanlus a élargi le palmarès du Togo à cette compétition en suivant l'exemple de King Messan. Un grand défi à relever et ce ne serait pas seul, ce serait avec les Togolais. C'est important que les Togolais se mobilisent. Parlez-en autour de vous. Ils ont aussi un fond de tradition auquel ils ont ajouté du hip-hop afin de créer une rythmique africaine et togolaise en particulier. Je pense que ça sera aussi une victoire de la musique togolaise. Parce que ça, ce n'est pas seulement Toufan, le nom Toufan qui est en jeu, mais je dirais plutôt la nation togolaise à travers Toufan qui s'en va gagner ce trophée au Cora Awards. Azamele Tile, au nom de Dieu ça va aller, allez, Fenti. Lady Galedi. Midola no Claudie, a bien coucou dédé. Chochoki. Jidula ye menyelo, chodanye petomeke. Yajrato ye menyelo, chodanye petomeke. Voilà, 50 francs pour porter donc ces artistes au firmament de la musique africaine. N'oubliez pas la campagne de vaccination contre la méningite. Ça démarre donc demain. Sont concernés pour ce premier round les préfectures de Bassa, de Dankwen et deux mots précisément. Ce communiqué de la souhaité avant le rebout de refermer cette édition. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle qu'en raison de la réduction de la disponibilité de l'énergie électrique sur le réseau interconnecté de la communauté électrique du Bénin et suite à un incident technique survenu ce mardi 23 février 2016 à 1h08 au niveau de la centrale Contour Global, les villes de Lomé, Tchévi et Kévé et leurs environs connaissent des perturbations de la fourniture du courant électrique. Les équipes techniques de la Sûreté sont en collaboration avec la centrale Contour Global, sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale de la Sûreté présente ses excuses aux clients des localités et villes concernées par ce désagrément et les remercie pour leur compréhension. Voilà, c'est terminé pour cette édition du soir. Très belle fin de soirée chez vous. À très bientôt.